Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles sur Web Info TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro des décryptages sur votre chaîne. Dans cette émission aujourd'hui, on va décrypter l'actualité à la une, en République démocratique du Congo. On va parler des élections, les perspectives, avec la question de l'insécurité dans l'est de la RDC. On va aborder à fond la question du prolongement du mandat de la force régionale de l'EAC dans l'est de la RDC. C'était une décision prise par les chefs d'État de la région. Dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Alain Amboma. Il est président urbain de l'AFBC, Alliance des forces pour le bien-être des Congolais. Bonjour, messieurs Alain, et bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur les journalistes, et bonjour à tous les youtubeurs qui nous suivent à pareil moment, et bonjour aussi à tous les cadres et partisans de mon parti politique, l'AFBC. Voilà, je rappelle que vous êtes du FCC, parti, vous êtes de l'opposition, oui. Mais vous êtes trop une opposition silencieuse. Vous allez me dire pourquoi vous êtes toujours silencieuse sur des questions qui concernent la nation. Alors, les chefs d'État ont décidé encore une fois de plus de proroger les mandats de la force régionale de l'EAC ici dans l'est de la RDC. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelle est la motivation de cette décision selon vous? Alors que beaucoup pensent que l'objectif ou le mandat de cette force n'est pas clair ou n'a pas encore donné ses fruits comme lever les Congolais, c'est-à-dire attaquer directement le M23 et les bouter hors d'état de nuire. Bon, et donc d'abord revenir un peu plus en arrière, lorsque vous avez dit que nous sommes tous silencieux sur les questions qui concernent la République. Nous ne sommes pas silencieux par rapport à toutes ces questions-là. Plutôt le contraire, c'est que nous sommes très vigilants et surtout dans la manière de faire de nos dirigeants actuels. Et c'est un peu de les recadrer. Bien sûr que nous ne pouvons pas non plus chaque fois prendre les micros pour les dire tout haut, mais il y a ceux-là qui passent par des concertations, qui viennent nous voir et nous les prodiguons des conseils. La bonne manière de faire les choses et que les populations qui ont longtemps pleuré puissent quand même trouver leur part. Et que donc, le FCC en tant que tel, en tant que regroupement, en tant qu'un bloc unifié, nous sommes entrés avec un œil trop regardant de statuer sur tous les cas. Parce que nous savons très bien que bien qu'on ait en train de vouloir nous amener, nous emballer dans un processus électoral qui est encore jusque-là flou et presque même muet, nous savons que nous allons... Voilà pourquoi vous avez boycotté. Bon, comme je l'avais dit encore une fois ici, que chez nous, le mot boycott n'existe pas. Nous avons présenté un cahier de charges. Oui, mais c'est un boycott parce que... Ce n'est pas un boycott. C'est-à-dire, nous avons vu plutôt les dangers. Nous avons vu les dangers qui guettent la République, les dangers qui guettent la population, et qu'au lieu de laisser la population ou même la République aller vers un ouf, c'est comme ça que nous avons émis le vœu de présenter au moins un cahier de charges qui devra être répondu par non seulement les animateurs de la CENI, mais aussi les membres du gouvernement, afin que nous puissions quand même organiser les élections dans un climat apaisé et avec un fichier électoral qui garantit quand même les lendemains, ainsi que les institutions que nous allons mettre en place qui doivent être fiables. Mais si cela n'a pas été fait, malheureusement, et l'horloge de la Chine tourne toujours et ne veut pas retourner en arrière. Bon, moi personnellement, je ne suis pas en train de voir cette horloge tourner au rythme de l'horloge. Je suis en train de voir plutôt l'horloge avec des aiguilles qui tournent au rythme de certains individus véreux qui veulent à tout prix organiser les élections dans des tensions pratiquement précaires. Mais c'est constitutionnel. Et dont les conséquences seront prises en partie parce que nous ne serons pas partis avec eux, vous imaginez. Donc, quelque part, nous ne sommes pas de vouloir laisser les gens prendre toute une république en otage, en voulant faire ce qu'eux prétendent faire, alors qu'il y a beaucoup d'amalgame là-dedans. C'est qu'on peut dire que le FCC n'est pas partant pour ces élections. Et selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être comme l'IDPS en 2006 qui avait boycotté les élections? Le contexte est très différent. Avec l'IDPS, bon, eux avaient pris leur camp. Je ne suis pas en train de faire les jugements ici. Ils avaient pris leur camp et ils en avaient aussi cautionné les résultats et en même temps les conséquences. Mais nous, à l'IDPS, plutôt au niveau du FCC, nous sommes plus cohérents de bien palper les réalités ainsi que les conflits qui sont en face de nos populations. C'est comme ça que chez nous, on n'a pas dit qu'on va boycotter, mais nous ne voulons pas plutôt laisser à la merci tout un peuple
au lendemain des résultats ou des résultats des scrutins qui vont pratiquement plonger les pays dans un chaos qui ne va pas dire son nom. Et c'est comme ça que nous sommes vraiment réunis, et presque très souvent, et même en concertation avec les quelques membres de différentes coopérations régionales ou sous-régionales, en fait de leur montrer les dangers qu'il y a. S'il faut laisser que cette machine que vous appelez organisation des élections aille jusqu'à la fin. Si nous sommes un peu réticents, ce n'est pas à vouloir dire que nous boycottons les élections, non. Plutôt, nous sommes en train de vouloir, pas même comparer la situation de 2006 avec l'UDPS et la situation actuelle, parce que pourtant que d'abord le contexte est très différent, et les dangers qu'il y a, et la teneur aussi est différente. Oui. Alors, entre dans les vifs du sujet, l'EAC a été, son mandat a été prorogé encore une fois de plus jusqu'en décembre. À vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était, pour vous, c'était opportun? Est-ce qu'il le fallait, ou il fallait au gouvernement de prendre d'autres mesures à part à proroger et tout ce qui va avec? Bon, moi, je ne vais pas d'opinion m'inscrire d'abord tout directement vers cette prorogation-là que je qualifie même de trop fantaisiste. Parce qu'en attendant même la manière dont les ministres du régime actuel de l'information l'a souligné lors de son débriefing hebdomadaire, en disant qu'on a prorogé les mandats parce qu'il fallait quand même qu'on puisse aussi revoir les mandats. Donc on a prorogé plutôt la mission parce qu'il fallait aussi qu'on puisse donner à l'EAC un mandat. Maintenant je me pose la question, mais comment se fait-il que nous avons intégré une organisation sous-régionale? Nous avons fait appel, je sais très bien que c'est par écrit, nous devons avoir adressé une lettre de créance à l'organisation pour voir, voilà, nous avons besoin de vous pour tel ou tel autre problème. Mais curieusement, on nous dit qu'on a déployé les troupes de l'EAC sur le sol congolais sans mandat. Et qu'aujourd'hui, après toutes ces évaluations qui se sont succédées, bien qu'on n'a pas eu à accéder au rapport de ces évaluations-là, nous dire que aujourd'hui, c'est maintenant qu'on doit donner à l'EAC un mandat. C'est vraiment, ça frise de l'amateurisme en politique. Parce que nous, en tant que membres de l'EAC, nous devons avoir présenté notre cahier de charges. Et qu'une fois fait appel à l'EAC, au troupes de l'EAC, nous avions aussi soumis notre agenda et notre cahier de charges. Curieusement, et tout ce qui attendait même la population par rapport aux informations recueillies au premier plan, c'est que nous tous, vous et moi personnellement, nous étions en train de nous attendre à ce que cette force-là vienne en offensive pour combattre les M23. Parce que c'était ça le grand problème. Les présidents burundais et les présidents kenyans, ils étaient très clairs qu'ils n'ont pas un mandat offensif. Bon, c'est après qu'on nous a dit ça. Mais nous, quand on a reçu les troupes de l'EAC, la première mission qu'on nous avait fait gober, qu'on nous avait fait, donc on nous avait informé, c'était de nous dire que les troupes de l'EAC viennent combattre les M23. Curieusement, après un temps, nous avons commencé maintenant à observer une sorte de cohabitation entre les M23 et les militaires de l'EAC. Allez-y comprendre quelque part que devant des vicissitudes comme ça, vous imaginez que nous, de l'opposition, nous, de l'AFBC, tout comme du FCC, nous devons rester sur nos gardes. Non, nous devons quand même agir. Et c'est comme ça que dans toutes les chaînes, pratiquement, et même dans des matinées politiques ailleurs, nous ne cessons de le dire, que s'il y a un autre agenda que le gouvernement a adopté avec tous ces autres pays dans cette organisation sous-régionale, qu'ils nous le disent, comme ça on est fixé. Sinon, à part ça, nous sommes en train de vouloir vraiment regretter que chaque fois qu'il passe, il y a toujours des méandres qui se créent, ça faut à savoir, mais on est en train de vouloir mener les peuples vers quel gouffre? On ne comprend pratiquement rien. Et que donc, si aujourd'hui, moi, à la place des dirigeants, moi, à la place des décideurs, les mandats qui devaient prendre aujourd'hui, c'est aujourd'hui que les troupes de l'EAC devaient évacuer les territoires congolais. Et que quelque part, nous sommes en train encore de continuer à subir la misère de notre peuple sur nos dos. En voyant comment les frères et sœurs qui croupissent dans la misère dans les camps des déplacés ici, et que si cette misère-là aurait touché au plus profond les sentiments humains de nos dirigeants, ils auraient même demandé à peine à de l'EAC, ils auraient demandé à ces troupes de faciliter d'abord la rentrée dans les milieux naturels de tous ces gens qui sont en train de souffrir. Qu'est-ce que vous craignez, vous, si l'EAC restent là? Bon, ce n'est pas une crainte, hein. Ce n'est pas une crainte, mais plutôt, je ne sais pas maintenant comment on va cohabiter. Parce que, en même temps qu'on vient de proroger les mandats, s'il faut dire que maintenant c'est un mandat qui existe,
la mission de l'EAC sur le sol congolais, pratiquement ici à l'Est. En même temps, nous sommes en train de vouloir attendre aussi le déploiement de la troupe de la SADC. De SADC, vous imaginez. Et que je me dis, nous avons d'abord la MONUSCO qui est là, dont avec la résolution 2666 doit quitter les sols congolais d'ici le 20 décembre. Il y a déjà un retour à 2 semaines près, oui, pratiquement à 2 semaines près, on vient encore de rapprocher aussi le départ des mandats de l'EAC. Maintenant, je me dis, est-ce que pendant qu'on va vider toutes les grandes organisations qui ont une mission d'abord traditionnelle liée aux chartes, parce que dans l'EAC, il y a une charte, et au niveau des Nations Unies aussi, il y a une autre. Maintenant, s'il faut laisser la MONUSCO partir, laisser aussi l'EAC partir, et que, est-ce que c'est seulement les troupes de la SADC qui viendront en appui aux troupes, non seulement de la MONUSCO et de l'EAC, est-ce que seules les troupes de la SADC seront capables de contenir ce que la MONUSCO n'a pas pu, de contenir ce que l'EAC n'a pas pu? Et c'est ça ma grande inquiétude. Parce que ça ne sert à rien seulement d'appartenir dans des grandes organisations internationales et régionales, ça peut aussi avoir la maîtrise de la teneur des chartes, la maîtrise des engagements que nous avons avec toutes ces organisations-là. C'est ça ma grande inquiétude par rapport à ce que la population peut attendre de ces gouvernements. Qu'est-ce que selon vous, qu'est-ce que les ministères des, je vais dire des affaires étrangères, pour ne pas dire les ministères aussi de chargés de la région et tout ce qui va avec. Je pense qu'il parle de Mboussanyam ici. De la coopération régionale. Coopération régionale, voilà. Qu'est-ce qu'ils devraient faire selon vous? Vous pensez qu'ils n'ont pas joué vraiment leur rôle de préserver l'intégrité du territoire national en déversant les troupes étrangères sur les sols congolais? Bon, tout ce que je dois d'abord donner comme information, c'est que je fais quand même confiance à la tête de notre ministre des Affaires étrangères. C'est un papa qui s'y connaît très bien, et Mboussa aussi, dès lors qu'il a quitté les mouvements rebelles, il a eu un peu bien longtemps à sillonner dans toutes les grandes organisations. Il avait occupé les mêmes postes. Pratiquement, oui, à l'issue de la formule 1+4 et la réunification du pays. Exactement. Donc c'est pratiquement des personnes qui, pratiquement, personnellement, je peux faire confiance, mais qui peuvent aussi être dictées par certains autres enjeux. C'est-à-dire, déjà, ils ont hérité ces postes pendant que la sous-région était en train de jouer des cartes qui gagnent. C'est-à-dire, chaque pays membre de toutes ces organisations la sous-régionale avait ses intérêts qu'il voyait en aparté par rapport à l'organisation. C'est-à-dire, le Rwanda, pour ne citer que le cas du Rwanda, a ses propres intérêts qu'il est en train de viser vis-à-vis de la RDC, et que donc, quelque part, Mboussa, lui qui vient d'arriver, il a déjà retrouvé certains agendas qui sont déjà confectionnés, certains arrangements qui sont déjà confectionnés, et que quelque part, il se sent un peu aimé lié à dire non à certaines décisions et à laisser aussi faire d'autres décisions. C'est comme ça que quelque part, je dois avouer quand même que la RDC a encore beaucoup à faire. Parce qu'en dehors d'être d'abord membre de certaines organisations sous-régionales, nous devons aussi chercher à arracher les veto. Et c'est ces veto-là qui fait que nous sommes en train de vouloir grouper devant des décisions des autres pays membres de ces organisations-là, à l'encontre de la volonté du peuple congolais. Et voilà, donc quelque part... Donc vous pensez que ces gens prennent des décisions à la place des Congolais? Bien sûr que oui, c'est comme ça que nous sommes en train de vouloir combattre l'impérialisme. Parce que le président Ruto, le président kenyan a dit, coûte que coûte, les troupes kenyanes resteront sur le sol congolais tant que l'insécurité sera là. Donc tant qu'il n'y a pas la paix, ces troupes resteront là. Bon, Ruto, lui, il est dit, c'est du fantasme, hein? C'est du fantasme qu'il le dise comme ça. Bon, lui-même ne représente pas tous ces autant de Congolais que nous sommes. Je ne sais pas en quoi sa décision peut vouloir influencer. Il peut le dire dans son salon, il peut le dire même à des médias, mais la dernière décision traditionnelle et naturelle revient aux Congolais. Lui, en qualité d'équipe, peut se prononcer à la place des Congolais. Est-ce que la diplomatie congolaise a une influence actuellement? Bon, nous apprenons qu'elle est agissante. Autant que nous voyons des voyages qui s'effectuent ça et là, et tout le temps on est dans des sommets, tout le temps on est dans des grandes manifestations, dans des grandes réunions, mais sur le plan ampleur, sur le plan ampleur de cette diplomatie, moi personnellement je ne la vois pas. Je ne la vois pas pour autant qu'il y a encore des situations qui continuent encore à gangréner les pays,
dont cette diplomatie-là aurait déjà résolu. Mais il y a quand même quelques résultats qu'on a vu avec la diplomatie, notamment lorsqu'on avait levé l'embargo contre la RDC, tout ce qui va avec. Bon, je ne vois pas si en quoi cette question-là de levée d'embargo ou d'achat d'armes et munitions pourrait être considéré comme un actif ou un acquis de cette diplomatie. Mais aussi certains pays qui hésitent, en fait, qui ont mis fin à leurs relations, donc qui ont mis fin à leurs relations avec le pays qui nous agresse, le Rwanda. Comme récemment la Belgique, je pense, ou l'Angleterre qui a refusé la nomination d'un ambassadeur du Rwanda dans ce pays. Non, cette question-là ne peut pas concerner un Congolais lambda qui voit les problèmes dont le pays fait face. C'est-à-dire, si la Belgique peut refuser que tel ou tel ambassadeur rwandais soit désigné en tant que tel, parce que les relations diplomatiques ne sont pas coupées avec ces pays-là. Mais on fait face à une personne qui pourrait peut-être porter atteinte aux intérêts de cette république-là. Vous voyez, donc ces questions, bon, je ne suis pas en train de vouloir parler ni au compte de la Belgique, ni au compte du Rwanda, mais plutôt, c'est l'individu qui a posé problème. Donc c'est pas pourtant dire qu'on a... les pays. Non, parce que si c'était les pays, on aurait déjà mis fin à la relation diplomatique. Mais pour autant dire que non, voilà, nous ne voulons pas de telles personnes, s'ils pouvaient envoyer quelqu'un d'autre... Ils ne peuvent pas mettre main à la relation diplomatique parce qu'ils ne sont pas touchés directement comme la RDC. Oui, c'est comme ça que je dis que je ne vais pas non plus m'atteler beaucoup à cette question-là, pour autant que je ne suis pas ni belge, je ne suis pas ni rwandais. Mais ce n'est pas nous qui avons incité la Belgique à refuser l'ambassadeur rwandais. Exactement. Ou dire à la Belgique, bon voilà, pour tel ou tel intérêt, voilà, réfuter celui-là. Non, ce n'est pas à nous. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui va se passer selon vous? L'EAC va rester là encore 3 mois. Et qu'est-ce qui va se passer avec l'approche déjà des élections qui s'annonce aussi dans 3 mois, les élections générales? Est-ce que vous croyez que les déroulements va se passer dans un climat apaisé, pacifique? Bon, l'EAC, pour moi, son départ, tout comme son maintien... Surtout avec des milliers où les rebelles occupent. Oui, ça doit faire l'objet d'un autre plan. Si on maintient que l'EAC reste, et qu'on maintenait qu'il partait, ça doit faire l'objet d'un autre plan. C'est-à-dire, pour moi, à la place du gouvernement, le fait de dire, vous, l'EAC, on vous donne encore 3 mois, c'est qu'il y a un autre plan, il y a une autre émission à laquelle, qui n'a pas peut-être été bien faite, à laquelle le gouvernement vient maintenant de présenter un autre cahier de charges pour dire donc vous restez, mais voilà ce que vous devez rester en train de faire. Et que quelque part, si l'EAC a accueilli cette information-là avec beaucoup de vigueur, elle doit se mettre en tête maintenant que bon voilà, voici les recommandations que nous avons formulées la République démocratique du Congo. Et voici maintenant la marche à suivre à partir de ces jours que nous devons maintenant commencer à mettre. Sinon, dans les cas contraires, nous devons quand même aussi revenir sur la question d'évaluation de cet état, de cette mission-là. Pour autant qu'elle a été là depuis presque maintenant, je crois 9 mois, si pas plus, et qu'il y avait des attentes, non seulement du gouvernement, mais aussi des populations. Exactement, les attentes, c'était de combattre le 23. Voilà, maintenant, si quelque part il n'y a pas eu réponse favorable à ces attentes-là, et qu'on ne trouve pas mieux de mettre fin à la mission, maintenant là, le gouvernement revient avec un autre cahier de charges, vous dit non, nous vous donnons encore 3 mois, et voici ce qu'il vous reste à faire. Et qui est pour moi, rester, cohabiter avec la MONUSCO, attendre que les déploiements aussi de la SADC soient aussi effectifs, ce n'est pas ça mon inquiétude. Mais mon inquiétude reste à savoir qu'est-ce qu'elle va rester en train de faire et par rapport à quoi qu'on lui avait demandé de faire. Et maintenant, les FARDC, maintenant, son rôle, ça sera quoi? Sa place, ça sera où? Parce que certains endroits où occupent l'EAC, les FARDC est absente. Oui, les FARDC, c'est notre dernier rempart. Elle mérite notre soutien, notre accompagnement. Et là, sa mission traditionnelle, notre intégrité territoriale. Ce n'est pas aux forces ou aux troupes de l'EAC ou à la force régionale de venir nous sécuriser, de venir sécuriser nos frontières, non. Bien que pour des raisons, je dirais, laxistes du gouvernement, on a accepté certaines défaillances de notre part en disant, bon, là où les M23 occupés, on laisse les troupes de l'EAC et que là-bas, nos militaires FARDC ne peuvent pas fouler leurs pieds. Bon, on peut l'accepter, c'est du laxisme, mais on accepte comme ça.
juste pour des raisons de commodité, n'est pas dit non, voilà, et le gouvernement de la RDC n'a pas souhaité collaborer avec certains principes. Mais c'est pas pourtant dire que les FARDC sont absents. Oui. Les FARDC sont présentes et que c'est juste un accord de principe. Ok. Oui, c'est juste un accord de principe. Ok, dans 3 mois, est-ce que vous pensez qu'avec les élections, est-ce qu'avec cette question du M23, est-ce qu'on pourra mettre fin à cette question parce qu'il risque de perturber la bonne tenue de ces élections? Bon, ce sont des agendas cachés, s'il faut le dire comme ça, ce sont des agendas cachés et quelque part j'accuse non seulement les organisations sous-régionales qui savent et qui parlent sincèrement, non seulement avec les responsables du M23, mais aussi avec les mouvements, plutôt les gouvernements comme les Rwanda et comme l'Ouganda, qui du reste, on ne va pas non plus les cacher, continuent à appuyer les M23 en matériel et à hommes. Et que s'ils peuvent perturber les calendriers électoraux qui jusque-là semblent même au niveau interne déjà perturbés, je ne vois pas en quoi on ne peut pas aussi... Au niveau interne, c'est pas encore perturbé parce que... Au niveau interne, c'est perturbé parce que déjà les tensions au niveau de l'opposition que nous constituons, c'est déjà un problème sérieux. Parce que quand nous présentons déjà des revendications auxquelles le gouvernement ne peut pas répondre, ne peut pas faire face en complicité avec la CENI. Mais c'est déjà un problème. Mais c'est seulement un cas de l'opposition parce qu'il y a une partie de l'opposition, je parle de la Mouka, côté Katumbi, côté Fayoul et les autres, Matata Pogno, ils ont déposé leur candidature. C'est seulement l'FCC qui est à côté. Pour autant que vous le dites comme ça, je sens la simplicité et l'innocence dans vos propos parce que moi je n'ai pas vu la Mouka déposer jusque-là. Mais ils sont partants, ils peuvent être partants. Quelqu'un peut ils vont déposer en fait. Quelqu'un peut se prononcer sur quelque chose tout de suite, en attendant qu'il y ait des éléments de motivation. Après qu'il tombe sur une situation qui les met en doute, et à la minute exacte. Mais on les a attendus, ils sont partants. Bon, les attentes, c'est une chose. Mais la matérialisation maintenant de cette attente-là, c'est une autre. Oui, c'est ça. Mais ce qui est contraire avec le FCC, on ne sait pas si ils auront un candidat, bon, pas un candidat, mais on ne sait pas, ils vont y aller. Quel est leur candidat, voilà, ce qui va avec. Le contraire chez nous, c'est ces dangers-là dont je venais de vous dire. Le silence. C'est ça les dangers. C'est-à-dire, nous avons eu le temps de gouverner cette République sous de très fortes et hautes tensions. Et nous avons eu aussi à palper de doigts les réalités. Exactement. Et que quand nous comparons la situation actuelle par rapport à la période pendant laquelle nous avons été au pouvoir, nous trouvons que si nous laissons certaines choses évoluer dans ce qu'eux peuvent qualifier de rythme normal, c'est pratiquement les déliges. C'est comme ça que nous insistons sur certains points. Si vous ne faites pas ça, nous ne sommes pas partants. Mais quand même, il y aura élection. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je l'ai dit encore une fois quelque part que je suis en train de voir les trains des élections qui sont en train d'évoluer. Et même si y en a, ça ne vous concerne pas. Bon, qu'ils aillent d'abord. Qu'ils aillent d'abord. Qu'ils aillent d'abord. On peut toutefois aussi leur donner la chance d'y aller. Okay. Mais ce qui va nous faire plus peur et mal, c'est plutôt les dommages collatéraux au lendemain de ces élections-là qu'ils auraient organisées dans la précipitation. Précipitation, mais c'est dans les délais constitutionnels. Les délais, même, j'ai vu les commissaires européens le dire quelque part. Il a bien dit que l'essentiel, même pour l'Union européenne, tout comme pour la communauté internationale, ce n'est pas d'organiser seulement les élections, mais les organiser dans quelle tension, dans quel climat. Parce que si on les organise dans un mauvais climat, les retombées de cette organisation-là risquent de se répercuter sur la vie politique de toute une nation. Mais pour vous, il fallait s'y soir. Ce n'est pas pour nous. C'est pour tous les... Parce que le climat n'est pas favorable. C'est pas seulement pour nous. Les sécurités, les tensions politiques. On organise les élections pendant qu'il y a déjà des zones où facilement les kits, même électoraux, ne peuvent pas arriver. Voilà, c'est pourquoi il fallait peut-être sursoir pour organiser tout et permettre à tout le monde de participer. Si cela va parce que déjà, en violation des droits des Congolais, nous ne pouvons pas laisser passer cette mesure-là. Nous ne pouvons pas passer ces schémas-là. Parce que déjà, avant de commencer, ça viole des droits irréfragables des Congolais. Ok. Maintenant, à partir de ces violations-là, voulez-vous que nous soyons partants dans un schéma d'élection qui viole a priori déjà les droits des Congolais? Certains Congolais, déjà les droits légitimes, c'est de voter. On vous prive de ces droits-là de vote. Et que nous soyons aussi avec ces gens-là qui vous privent les droits de voter.
On vous prive les droits d'être dans votre milieu naturel où vous pouvez vaquer librement vos occupations. Parce qu'il y a de l'insécurité dans votre coin et que quelque part, nous devons combattre d'abord pour qu'on vous ramène dans votre milieu naturel, que vous soyez quand même un Congolais apaisé dans votre environnement social, où vous pouvez sortir et rentrer librement. Maintenant, devant toutes ces violations-là, vous voulez que nous soyons aussi partants. On ne peut pas conjuguer des efforts avec des gens qui ne font que violer les droits des Congolais. Alors, regarde, ce qui précède, qu'est-ce que vous en pensez? Comment entrevoyez-vous l'avenir après tout ça, après toutes ces questions, l'EAC, la sécurité, les élections? Bon, je ne vais pas non plus... Vous ne craignez pas un déluge ou pas un naufrage électoral? Bon, et si nous sommes un peu résistants et si nous sommes un peu réticents aussi, c'est évidemment parce que nous craignons ces déluges. C'est comme ça que nous sommes en train de mettre... Comme en 2018? Bon, non, les contextes étaient différents. Il ne faut pas comparer les contextes, monsieur le journaliste. Les élections de 2018 ont été contestées aussi. Beaucoup d'irrégularités. Contextées, mais déjà, vous devez vous mettre en tête qu'il y avait beaucoup de concessions avant qu'on arrive aux élections. Il y avait des dialogues. Il y avait des dialogues, la Saint-Sylvestre et tout, et qui nous ont amenés... Il y a encore des dialogues avec celui-ci. Bon, ce n'est pas non plus non envisageable. Oui, pour des raisons de flexibilité des uns et des autres. En tant qu'acteur politique. Mais c'est pas interdit donc. Les dialogues n'est pas non plus aussi de mauvaise voie. Oui, pour autant que nous pouvons ensemble conjuguer les efforts, ensemble traiter les grandes questions qui gagnent la République, afin que la population quand même trouve sa part. Non, vous serez prêt au dialogue au cas où. Bon, nous FCC, au cas où on nous invitait au dialogue, même si ces dialogues-là, bon, on ne va pas quand même nous imposer aussi les points qui seront traités au dialogue. Parce que nous, en allant au dialogue, si du moins, et nous inviter à dialoguer, on ne va pas refuser cette invitation-là. Nous irons avec notre cahier des charges. Si nous avons refusé ceci, et voilà notre cahier des charges. Voilà ce que nous vous demandons de faire avec nous. Donc il ne faut pas nous inviter à une fête dont vous allez nous imposer les menus. Nous venons. C'est l'organisation ou l'organisateur de la fête qui prépare son menu et qui vous donne, en fait. Et voilà maintenant les plus grands défis, les plus grands problèmes. C'est que quand vous nous invitez par exemple à un endroit où on ne va pas venir, vous n'allez pas inviter un musulman dans une fête où vous allez seulement préparer la viande du porc. Vous ne le verrez pas. Donc les cadres doivent être d'abord appropriés et les menus de discussion doivent aussi être concertés. Oui, sinon on ne va pas s'inscrire. Voilà, merci beaucoup. On va finir cette émission dans 30 secondes. Quel est votre message de la fin? Qu'est-ce que vous en pensez? L'EAC, il est là, il va rester, la MONUSCO, il est là aussi. La population avait déjà décrié ces actions. Qu'est-ce qui va se passer chez nous? Est-ce que vous croyez que le gouvernement a tapé à côté encore en prorogeant? Quelles sont vos recommandations? Quelles sont vos propositions que vous pouvez donner au gouvernement? Qu'est-ce qu'il doit faire? Surtout la diplomatie et la coopération régionale. Bon, je reviens d'abord à cette question-là de la contestation des populations vis-à-vis non seulement de l'EAC mais aussi de la MONUSCO. Et je dois d'abord dire précisément que nous devons, nous qui sommes acteurs politiques, divulguer certains messages que la population est censée connaître. Parce que moi, ma main sur le cœur, je n'ai pas été content de voir comment ces massacres qu'on a chacun attribué un nom s'est déroulé dans la ville de Goma et que peu aux âmes des compatriotes qui ont disparu. Mais que quelque part, il y avait déjà de l'entorse. Parce que, et même les Ouazalendo qui ont voulu manifester, pour moi, c'était vraiment aller trop vite en besogne. Parce que déjà, les mandats de la MONUSCO prendra fin le 20 décembre. Et que c'était trop tôt pour moi de descendre dans la rue, dire aller à cette équité. Et même le mal, c'est que la revendication commençait à faire boule de neige. Même aux organisations internationales qui ne sont même pas concernées. Et la population elle est libre d'exprimer sa voix. Non. C'est constitutionnel. La liberté, elle est constitutionnelle bien sûr, mais sous ce contexte exceptionnel dans lequel nous sommes d'état de siège, il y a une certaine restriction des libertés des populations. Et ça, la population doit le savoir. Pendant l'état de siège, il y a des restrictions qui violent même les droits des citoyens, donc les principes fondamentaux. Et que quelque part, s'il y a des manifestations publiques ou populaires à faire,
En dehors d'adresser par une lettre, elles doivent aussi être Mais il y a eu consultées. des morts, plusieurs morts. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour éviter ces genres de cas encore dans les jours à venir? Je voulais y arriver, c'est comme ça que je voulais Pour parler finir, de oui. concertation entre l'État, donc l'État qui est représenté par le gouverneur, les maires de la Oui, ville, oui. le bourgmestre, avec la population qui veut manifester. Ok. Parce que réprimer la population comme ça à 100, ce n'est pas aussi actuellement envisageable avec Ouais. les principes des droits humains. La vie humaine est sacrée, elle doit être protégée. Et que quelque part, s'il y a des débordements, l'État, au lieu de tirer à balles réelles sur des individus, sur des populations, il y a d'autres boucliers anti-émeutes qui peuvent faire diversion, Oui. afin que la population puisse se disperser dans une manifestation qui tente à troubler l'ordre public. Merci beaucoup. Nous sommes en tout cas à la fin de cette émission. Madame, messieurs, nous sommes en train de finir. Dans 10 secondes, quel est votre message que vous adressez à toute la population de Goma du Nord Kivu en particulier? Bon, la population de Goma, le seul message que je peux lui adresser, c'est d'être serein et de continuer à conjuguer avec nos FRDC et continuer toujours à rester trop vigilant et plutôt vigilante, et surtout sur ce qui concerne les cas de la sécurité. La sécurité n'est pas seulement de l'apanage du gouvernement, la sécurité n'est pas seulement de l'apanage de la police ou de l'armée, c'est vraiment une obligation, je dirais, patriotique de tout et chacun. Et que s'il y a quelque chose à dénoncer, au lieu d'arriver seulement à descendre dans la rue et subir même la rigueur de la loi, il y a plusieurs manières de le faire, et qu'à nos autorités aussi, qu'elles soient civiles ou militaires, qu'elles apprennent aussi notre manière de réprimer les manifestations et publiques, qui peuvent aussi étenter non seulement sur la vie politique des institutions, mais aussi sur la crédibilité aussi du gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, messieurs, nous sommes arrivés en tout cas à la fin de cette émission. Je recevais Alain Aboma, il est président urbain du parti politique AFBC. Et je l'ai reçu dans cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir, messieurs. Merci, c'était un plaisir. Je pense que je reviendrai encore une fois pour d'autres questions. Merci beaucoup, madame, messieurs. Je vous fixe notre rendez-vous très prochainement et restez branchés sur votre chaîne WAB Info TV.